18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Il est 18h, tout va bien, on est parti pour 1h30 de sport, donc 2 fois 45 minutes en football, bon un peu moins en handball, c'est 2 fois 30 minutes, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des beaux résultats de nos équipes franc-comtoises ce week-end. Thomas, Fred, tout va bien? Bon, ça va. Bonsoir Fred. Fredo. Ça va bien? Bonsoir, Passe un beau week-end, en forme? Très très bon week-end. Donc en forme pour la semaine aussi. alors? Oui, nickel. Bon, on va faire du sport cette semaine? Non, Là j'entends plus rien là. Ah, moi je suis allé courir ce week-end, ça y est, je m'y la reste. marche à pied, mais Bravo. bon, concernant le foot, non, pas de match pour ce week-end, quoi. Bah oui, pas de match pour ce week-end. Eh bien, on va démarrer avec la Ligue 1. Et oui Fred, on enchaîne. Non, c'est ça que tu disais? Ah, t'as vu ça un peu, le timing là? Alors, nous commençons en Ligue 1 par le match entre Bastia et Monaco. Bah oui, là c'est du tac au tac, là, c'est un 1-2, t'as vu ça avec Thomas? Ah, ça pardonne pas, Allez. C'est pas comme le Barça. Ah bah là le Barça, non mais on va pas Ils vont revenir. se rattraper Ah, on va dans 15 jours, moi je dirais. Non, mais on n'en parle pas, on n'en parle pas. Je pense que c'est terminé, mais bon, c'est mon avis. Non Thomas? C'est à 99,5% terminé, comme la fréquence de Radio Avec comme Shalom. 99.5. Voilà, mais si une équipe peut le faire, c'est bien le Barça. Voilà, je serai occupé ce soir-là, je pourrai pas voir le match. Donc du coup, j'espère qu'ils vont pas se qualifier parce que s'ils font un match énorme, je vais être déçu de pas l'avoir vu. Bah oui, après, bon. Qui sait, ils ça va peuvent faire être, 5-0 après. ça risque d'être, je pense compliqué. Mais c'est vrai que j'ai lancé la Ligue 1, mais c'est vrai qu'il y avait la Ligue des Champions avant. Mais je sais pas si on a le générique de la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Allez, on va. Si on l'a, non, je ne sais pas. si Faut tu regarder. non. Je pense que je l'ai, mais je ne suis pas certain. Tu me laisses une minute Allez. et je le trouve. pas grave. D'ores et parce que, déjà, oui, il y aura de la- on peut d'ores et déjà dire que Monaco joue demain à Manchester City. Oui, par bah exemple. justement, on va l'annoncer dans toutes les rencontres de ce mardi et de ce mercredi. Mais j'avais juste envie d'entendre ce jingle avant d'aller à la Ligue 1. On est allé un petit peu. Je suis allé un petit peu trop vite là. On va déjà revenir sur la Ligue des Champions. On écoute un peu cette si belle chanson. Allez, on revient sur les huitièmes de finale de cette Champions League qui commencera ce mardi 21 février avec, tu l'as dit Fred tout à l'heure, avec Monaco qui se déplacera du côté de Manchester City. Ce sera à partir de 20h45. On espère en tout cas que les Monégasques vont ramener quelque chose de City. Ça sera un match compliqué comme tous les matchs de la Ligue des Champions en huitièmes de finale. Plus on se rapproche de la fin, plus les matchs sont difficiles. Il y aura également un autre match à 20h45, c'est le Bayer Leverkusen qui recevra l'Atlético Madrid, aussi un gros match également. Et ce mercredi, 2 autres matchs au programme à 20h45 également. Le FC Porto recevra la Juventus de Turin. Je crois que le FC Porto n'a jamais battu la Juve jusqu'à maintenant, donc ça va être en tout cas un match à voir également. Et le FC Séville recevra lui Leicester City. Pas forcément, voilà, cette saison est plus compliquée pour Leicester City, en tout cas en première ligue. On espère qu'ils vont essayer de faire un résultat en accrochant le FC Séville, mais le FC Séville reste également une très belle équipe, même si c'est plus compliqué cette saison. Mais ça reste quand même une belle équipe. Alors vos pronostics, tiens. Allez Fred, vos pronos là pour Manchester City Monaco. Moi je vois bien. Bon, on a eu tout faux la semaine dernière avec Paris. On va essayer de se rattraper cette semaine. Moi je dis Monaco gagnant.
Allez, Monaco gagnant, combien? C'est pas le tout, le gagnant, combien? Allez, Allez, 2-0. Moi. allez 2-0 pour Fred. Ils peuvent même faire un carton Monaco, c'est possible. Ça peut être dans les deux sens. Voilà, c'était comme le match PSG-Barça, ça pouvait aller dans vrai. les deux sens. Là, ça peut aller dans les deux sens et puis ça vaut le coup de miser sur Monaco pour ce match, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est une des meilleures attaques d'Europe. Monaco. Faut faire attention donc, aux Citizens quand même. Oui. Bah après, de toute façon, Monaco joue à l'extérieur, mais Monaco va faire son jeu. Ils ont laissé des cadres au repos. Justement, on en parlera juste après du côté de Bastia en Ligue 1. Eh bien, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la Ligue des Champions. On va attendre justement les résultats. On en reparlera un petit coup la semaine prochaine ou en Puis, milieu de il y a eu semaine. victoire du Bayern et du Real notamment, entre autres. Ah oui, ça c'était la semaine semaine dernière, dernière, oui. ça. Oui, c'était la semaine On peut dernière. noter, c'est pas négligeable. Oui, bon après les équipes dites favorites sont au rendez-vous. Peut-être Barcelone, on verra. Allez, mais... on passe à la Ligue 1 là. Allez, on passe à la Ligue 1. Je vois C'est qu'on parti. t'ennuie là, ça y est. Allez. Vous voulez que je relance le jingle? Allez, vas-y. Allez, Ah, c'est pas celui-là, n'importe quoi. Ça y est, on l'a troublé. on quitte pas l'émission maintenant. hein. Il est troublé, Thomas. On a parlé de Barcelone. Ça y est, il a perdu le fil là. Il a pas, Ils il a sont pas encore. rattrapés ce week-end quand même en championnat. Ouais, rattrapé moyennement. Et ils ont gagné contre un relégable à la dernière minute. C'est pas ce que j'appelle se rattraper. Hein. Non, Sur un c'est que, penalty de Messi en dernière minute. c'est que ce match contre le PSG a dû faire mal aussi dans les têtes Ouais. barcelonaises. Allez, on passe cette fois-ci, on va du côté de la Corse, et c'était du côté de Bastia, justement, que Monaco, futur adversaire de Manchester City, se rendait ce week-end. Et ça a fait un but partout avec une ouverture du score dès la 19e minute de jeu pour Bastia. Et finalement, c'est Monaco qui va en tout cas égaliser grâce à Bernardo Silva à la 52e minute de jeu. Bernardo Silva, donc il faut rappeler que le club de Monaco a ouvert les discussions pour un possible transfert dès cet été. Donc peut-être qu'il ne sera plus monégasque la saison prochaine. On va écouter justement les réactions de Jardim, forcément pas satisfait, mais il revient quand même. Il dit quand même que la Ligue 1, c'est pas un entraînement. C'est ce qu'il a affirmé en tout cas. Et les réactions également de Jean-Louis Leca, le gardien de cette équipe de Bastia, et de Mostefa aussi également. Ouais, on sait qu'on est dans un moment difficile et ça va passer par cette combativité-là, par cette osmose avec notre public, avec toutes ces choses-là. Voilà, ce soir on a fait un match costaud. Voilà, il nous manquait encore des joueurs importants. On a prouvé qu'on était un groupe. Sans Alan, sans Enzo, sans KU. Voilà, donc il faut continuer sur cette voie-là et on va s'en sortir. Ouais, mais avant tout, vous savez, avant d'avoir toutes ces qualités-là, il faut qu'on soit dans nos valeurs. Quand on est dans nos valeurs, derrière ça suit. Voilà, il y a des bons joueurs, on a des bons joueurs, donc ça, j'en doute pas. Maintenant, dans un match de foot, si on met pas d'agressivité et ce qu'on est tout simplement, on n'y arrivera pas. Et ce soir, on a montré qu'on avait un groupe et que comme ça, on va y arriver. Ah, ça a changé. C'est plus comme Non, ça a changé. On s'aperçoit que ce soir, tout ce qu'on a mis dans la combativité, c'est très très clair. Il n'y avait pas de mauvais gestes, il n'y avait rien du tout. Maintenant, il faut qu'on reste là-dedans. Il faut qu'on reste dans l'impact et voilà, et on s'en sortira. Ouais, il y avait la place. C'est dommage. On prend ce but. On se le dit. En plus, ça revenait en vestiaire et tout. Bon, après, ça reste Monaco. C'est bien d'avoir pris un point. On sait que c'est un rouleau compresseur, qu'ils en mettent beaucoup. Donc, c'est bien. On a retrouvé des valeurs qu'on avait un petit peu perdues ces derniers temps. Donc, ça va nous donner un petit peu d'espoir pour la suite. On est dans une situation compliquée. On essaie de s'accrocher au quotidien. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire jusqu'à la fin. Je crois que nous n'est pas très bien pour le match. Nous n'est pas très haut niveau. L'adversaire plus fort pour le duel. Deuxième ballon aussi. Après, on met du temps à nous parler, nous changer d'autres choses, mais spécialement notre style de jeu, notre forme de jouer. Deuxième mi-temps, très bien. Je crois que nous créons beaucoup d'occasions. Ils nous sortent seulement d'ici avec un point. Jouer plus que nous, plus agressif, gagner plus de duels, et ça fait toute la différence. Nous jouons toujours pour gagner. Nous perdons 2 points, nous sommes contents, nous travaillons pour gagner, et aujourd'hui, nous avons perdu 2. Mais bien sûr, nous continuons devant les champions.
Bah oui, qu'on joue pour gagner, comme disait Jardim. Heureusement, en tout cas, ils ont travaillé, mais finalement, c'est compliqué. C'est vrai, avec ce match de Monaco qui arrive en Ligue des Champions, qui arrive voilà, sous peu, hein, ça sera demain soir. C'est sûr que peut-être que certains joueurs, voilà, inconsciemment, lèvent le pied ou ne font pas le dernier geste qui pourrait occasionner une blessure et ne pas se présenter justement à Manchester City. C'est toujours pareil, c'est toujours difficile ces matchs de championnat qui sont pris avant les matchs de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, on espère que Monaco fera un très bon résultat du côté de Manchester City. Allez, on va aller non loin de là, du côté de Marseille, du côté du Stade Vélodrome, avec Marseille qui recevait le Stade Rennais. Le Stade Rennais espérait faire quelque chose du côté de l'Olympique de Marseille. Mais finalement, Marseille a mis un peu plus d'une mi-temps pour, en tout cas, marquer ce premier but. À la 59e minute de jeu, c'est Clinton Ng qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. Et c'est Florian Thauvin à la 64e minute de jeu qui met un très beau but en pleine lucarne. Bon, il est un peu coutumier du fait, hein, quand il marque des buts, généralement c'est souvent des belles frappes à 25-30 mètres. Et là, il a mis une superbe frappe avec une belle talonnade. Et il a frappé dans la foulée, en tout cas un très beau but. Mais on en a vu un aussi superbe du côté du Stade Bonal, on en parlera tout à l'heure. Un but de PS, un but de PS, un but de FIFA 2017 pour ceux qui connaissent. C'était vraiment ça. Mais on va entendre justement les réactions de Rudy Garcia qui est satisfait. Puis Christian Gourcuff, pas satisfait du tout de son équipe. C'était une obligation. Comme on avait perdu à Nantes, on se devait de gagner chez nous. On savait que ce serait un match pas facile à gagner parce que Rennes avait perdu un seul de ses 7 derniers matchs. C'est une équipe bien organisé, avec des joueurs capables aussi de faire la différence. Mais on a fait plutôt un match abouti. Je pense que la victoire est méritée. On a marqué par 2 de nos attaquants. On a bien entamé le match. Je pense qu'au niveau stratégique, on a été bien. On leur a fait peur dans le dos, et plus que peur, parce qu'on aurait même dû marquer sur une ou deux situations de jeu en profondeur. Mais après, ça nous a aussi permis de faire reculer un peu cette défense, parce que leur force, c'est aussi le bloc équipe, et de pouvoir jouer entre les lignes avec Max, avec Dimitri. Voilà, donc une satisfaction, parce qu'on a aussi utilisé un système un peu différent de d'habitude. C'est vrai que ce soir, avec une équipe quand même très très offensive, je pense qu'on avait 2 défenseurs spécifiques sur le terrain. On a été capable de bien défendre aussi, et pas que de bien utiliser le ballon. Et ça, c'est une satisfaction. Ça veut dire que quand on a perdu le ballon, les 11 joueurs se sont tout de suite mis à disposition de l'équipe sur le plan défensif, et ont fait les efforts. Donc ça, c'est très important pour la suite. Ouais. On avait 2 blessés déjà, donc blessés majeurs, parce que Clément Chantôme et Morgan Alfitanou, dès les premières minutes, ont ressenti une douleur aux ischios. Donc on a eu un premier quart d'heure difficile parce que justement on était, pour différentes raisons, mais enfin c'était encore accentué par 2 joueurs diminués, 2 joueurs majeurs. Donc après, passé ce premier quart d'heure, c'est vrai qu'on a repris un peu nos esprits, sans vraiment peser sur la rencontre, mais on pensait à la mi-temps qu'on pouvait repartir, mais on a été beaucoup trop tendre dans tous les domaines pour pouvoir rivaliser face à une équipe de Marseille qui a su mettre de la pression, qui a su utiliser la vitesse de leur secteur offensif. Après, effectivement, on peut avoir des regrets, parce que je pense qu'en gérant mieux les sorties de balles, on avait des possibilités de davantage les inquiéter. Mais bon, sur la physionomie de la rencontre, je pense qu'on peut pas, c'est pas satisfaisant. Bah oui, c'est pas satisfaisant, comme l'a rappelé Christian Gourcuff, et c'est le Stade Rennais qui s'incline donc du côté du Stade Vélodrome, avec le très bon travail en tout cas de Rudy Garcia. Dimanche prochain, en tout cas. Bah oui, ça approche le Classico, et contre déjà les clubs commencent déjà à se frictionner un petit peu avec les directeurs de cette équipe de l'Olympique de Marseille, Hérault, qui a mis une petite couche dans les médias en disant que Marseille arrive en tout cas en pleine confiance. Et en tout cas, ça promet un beau classico. On verra si ce sera le cas. Mais bon, je pense que Paris va lui aussi élever son niveau de jeu, parce que les joueurs parisiens savent très bien que le classico est très important aussi pour les supporters. Surtout qu'ils sont pas très loin au classement des 2. Hein, oui, en plus. Donc c'est vrai qu'ils vont sans doute élever leur niveau de jeu. Et en tout cas, on va assister, on l'espère, à une très belle partie. Allez, on file du côté de Lorient. Lorient qui avait besoin de points. Lorient qui est en dernière position de la Ligue 1 et qui devait absolument s'imposer. Mais ça a été très compliqué face à Nice. Pourtant, Nice a été réduit à 10. Mais finalement, Lorient n'a pas réussi à mettre en tout cas ce but, sans parler du but de la victoire, mais au moins le but de l'égalisation, car c'est Nice qui va ouvrir le score par Willian Cyprien à la 15e minute de jeu. Mais Lorient n'a jamais pu revenir au score dans cette partie. Et pourtant, Lucien Fabre
a indiqué quand même que Lorient avait la plus belle attaque du championnat pour lui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais finalement, c'est Nice qui s'impose avec l'expulsion de Balotelli. Mais Bon. dis des mots un peu. Il y a quand même un petit peu dit des mots sur l'arbitre, mais. En tout cas, il a défendu les arbitres, Lucien Favre. Vous allez justement l'entendre. On va entendre sa réaction, la réaction de Bernard Casoni qui lui, bien sûr, reste dans le discours optimiste. Il ne faut pas lâcher du côté de Lorient. Et Lucien Favre, justement, qui revient sur les arbitres parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question au niveau de l'arbitrage. Et bien, il a dit non, si les arbitres ont expulsé Balotelli, c'est qu'ils le méritaient. Il ne faut rien dire, les arbitres sont impartials. Et j'ai trouvé, en tout cas, ces mots vraiment très sympas envers le corps arbitral. Et c'est dommage pour les joueurs. Voilà, mais bon, continuons de faire des prestations de la sorte et on arrivera à faire basculer de notre côté. Je ne pense pas que ça donnait cette impression-là. Maintenant, il y a eu de la déception après le match, c'est sûr, parce que quand il y a une telle débauche d'énergie et que l'on n'est pas récompensé, donc on accuse un petit peu le coup, mais je pense que dès lundi, on reboostera tout ça. Ouais, puis bon, ouais, tout à fait. Maintenant, on aurait préféré la victoire, c'est sûr. Une victoire, ça booste. Là, bon, c'est un petit coup, je dirais pas un petit coup d'arrêt, parce qu'il y a quand même de la satisfaction, mais quand on ne gagne pas, c'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, on a la tête qui est toujours haute. Non, on le sait, on est toujours vivant, on a toujours encore le destin de nos mains, mais bon, là, ce soir, on voulait marquer les esprits. Ça n'a pas été suffisant. Ben, il faudra aller chercher ça à l'extérieur, à Rennes. Ouais, mais bon, on voit qu'on peut mettre en difficulté tout le monde. Hein. Après, c'est sûr que Paris, c'est vraiment au-dessus, mais je pense que Marseille a du potentiel offensif, mais je pense qu'on peut leur poser des problèmes. Mais avant Marseille, à Rennes. Un bon petit derby à Rennes. Je suis pas comme ça. C'est clair que c'était dur pour depuis le banc de suivre ça, parce que tout d'un coup, moi j'avais pas vu ce qui s'était passé. Puis tout d'un coup, il sort. J'ai dit, il y a quoi? On me dit, mais il a pris rouge, quoi. Et puis voilà, j'ai pas vu quand il donnait le carton rouge non plus, je sais pas pourquoi. Mais puis voilà, puis il semble-t-il qu'il y a eu des mots, je sais pas. Plus résultat final, c'est carton rouge. C'est clair que pour l'équipe, c'est pas terrible. Vous pensez parce que c'est Balotelli, ils sortent le carton rouge? C'est ridicule ça. Je pense que les arbitres, c'est ridicule, je trouve. Ils sont parfaitement impartials. S'il y a de quoi expulser un joueur, ils vont le faire. S'il n'y a pas de quoi, ils vont pas le faire. Ça n'a rien à voir avec... Voilà. Moi, je trouvais que cette semaine, il avait fait des progrès à l'entraînement et il était beaucoup plus impliqué. Il faut sans arrêt lui dire, reviens, replace-toi, etc., etc. Voilà, je peux pas toujours faire ça parce que sinon je me concentre que sur lui. Bah oui, sinon il va se concentrer que sur lui pendant tout le match. Donc c'est un joueur qu'il faut replacer sans arrêt. Il faut toujours lui dire de revenir, de défendre. Mais en tout cas, il a eu des bons mots en tout cas envers le corps arbitral. Et l'arbitre en tout cas... Il a demandé son coach des gardiens, Lionel Detis. Oui, c'est vrai. J'ai pas pu savoir pourquoi exactement. Même sur Beansport, ils n'ont pas pu avoir l'information. Ils l'ont montré sur Canal aussi, mais ils n'ont pas compris non plus. Je pense qu'il y a des choses qui restent aussi, qui doivent rester dans le vestiaire niçois. Mais en tout cas, j'ai trouvé les mots envers l'arbitre très sympas. On n'entend pas toujours ça tous les week-ends. Mais c'est vrai que les arbitres sont impartials également. Quand il y a besoin d'exclure un joueur, il faut l'exclure. En tout cas, la Balotelli a rajouté des choses à l'arbitre. Il s'est fait exclure la prochaine fois. Il aurait pas pris de carton s'il n'avait pas contesté, c'est tout, quoi. Bah oui, ça sert à rien de contester. Quand l'arbitre a sifflé, de toute façon, c'est sifflé. Donc il ne reviendra pas en arrière. Donc faut arrêter de contester. C'est comme ça, même si l'arbitre peut se tromper, bien évidemment. C'est qu'un être humain, il a le droit de se tromper également. Donc ça sert à rien de contester. C'est de l'énergie qu'on perd dans une rencontre à contester. Voilà, tout le temps dire non, je suis pas d'accord, mais ça sert à rien. L'arbitre a sifflé, point. Il faut repartir de l'avant et puis se remettre la tête dans le match parce qu'on peut sortir aussi du match également. Allez, on passe cette fois-ci du côté de Caen qui a aussi besoin de points et qui recevait Lille avec Franck Passy à sa tête, mais Franck Passy qui ne restera pas longtemps car... Le retour de la glacière. Oui, le retour de la glacière, elle revient en Ligue 1, la glacière, avec Marcelo Bielsa, qui sera... ça vient du site de Lille, hein. Marcelo Bielsa sera l'entraîneur du LOSC à compter de la saison 2017-2018. Le club lillois et l'entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de 2 ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain, à moins qu'il s'en aille entre-temps, hein. Il est un peu coutumier du fiat. Internationalement reconnu pour sa capacité à former et intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif. Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l'équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club. Alors ça reste un très très grand entraîneur, mais après il ne reste pas forcément très longtemps dans les clubs, mais c'est quand même un sacré entraîneur.
Bonjour, Sébastien Brossard, Shalom Besançon. Bonjour Frédéric. Je voulais savoir si tu avais plus d'informations sur Marcelo Bielsa, s'il y avait une clause au cas où le LOSC ne se maintienne pas en Ligue 1. Est-ce que le contrat est annulé ou est-ce qu'il sera quand même entraîneur? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, s'il y a j'en sais rien descente en du Ligue tout. 2. Oh, bah, je pense que non. Je pense qu'il sera plus entraîneur en Ligue 2. Non. Bon, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas. Je pense justement qu'il garde Franck Passy jusqu'à la fin de saison pour voir ce qui va advenir. Et ensuite, si la saison prochaine, il descend en Ligue 2, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, au club de Lille, je pense que non, Marcelo Bielsa ne viendra pas. Je pense qu'il y a des clauses qui sont faites dans les contrats. Mais après, voilà, le contrat, on ne l'a pas sous les yeux, on ne peut pas tout savoir. Mais je ne pense pas qu'il restera. Hein. D'ailleurs, comme il ne reste pas longtemps dans les clubs, je ne suis pas certain. Mais par contre, voilà, Franck Passy est aussi un bon entraîneur. Moi, j'aime bien cet entraîneur également. Mais bon, là, ils ont fait le choix de Marcelo Bielsa, en tout cas, s'il reste en Ligue 1. On a une réaction de Laurent Ruquier, je crois, qui nous dit « Ah, c'est plus Franck Passy, mais Franck Passif !» Vous faites journée continue à la radio, monsieur Brossard? C'est tout pour moi. On le sent fatigué, là. Hein. Allez, on va passer justement aux réactions, parce qu'on ne vous avait pas donné le score justement de cette rencontre avec Lille qui s'est imposé 1-0, un but de El Ghazi, justement, la nouvelle recrue du côté de Lille, à la 69e minute de jeu, mais un beau but également. Et c'est Lille qui va s'imposer 1-0. Donc bien pour Franck Passy en tout cas. Et vous allez entendre les réactions de Damien Da Silva, le défenseur de Caen, qui lui est forcément navré par cette défaite parce qu'il faut des points quand on joue le maintien comme le fait Caen cette saison. Et Franck Passy qui lui est satisfait en tout cas de Lille. C'est un concurrent, donc c'était un match très important pour nous. Maintenant, c'est pas une fin en soi. On a perdu ce premier gros rendez-vous, on va dire. Il y a un second qui arrive rapidement, donc c'est vrai qu'on va essayer de penser à ce second match qui arrive dès mardi très vite, à se remettre dans le bain mentalement, de ne pas se mettre la tête dans le sac. Et voilà, on sait que ça peut vite changer, mais il faut faire beaucoup plus pour que ça change. C'est un coup dur mentalement, on va pas le cacher, ça serait mentir, donc forcément, et puis ce serait pas normal de se satisfaire de ce match-là. On n'a pas réussi à les mettre assez en difficulté d'un point de vue offensif, puis voilà, ils sont passés à 10, c'est là qu'on aurait dû justement les pousser un peu plus dans leur camp et leur faire plus mal, et un contre qui nous a fait mal, et on doit rester dans ces moments-là, même si c'est en 10, plus attentif et plus concentré sur certaines phases de jeu. Où il y en a 2-3 où ils auraient pu marquer en deuxième mi-temps. Donc voilà, même à 10, on est quand même en Ligue 1, il y a quand même des bons joueurs qui sont en face, on doit toujours rester concentré. Et sur le but, on a manqué peut-être de rigueur. Pour voir le match, faut voir d'abord la première mi-temps, dans laquelle je crois qu'on contrôle pas mal le jeu. On aurait mérité d'avoir facilité à arriver devant le but et devant le gardien. On a loupé beaucoup de dernières passes. Et puis après, la deuxième mi-temps, où on rentre, on perd quelques ballons, on devient un peu plus fébrile. Derrière ça, on perd un joueur. Et ensuite, on marque, et à 10 contre 11, une fin de match très difficile. Déjà, c'est une belle victoire. C'est une victoire qui est une victoire d'un club, je vais dire. On va pas se tirer juste la couverture à soi, même si on a bossé, mais c'est la victoire d'un club et une victoire de joueurs d'abord, qui sont arrachés pendant 90 minutes, d'un staff, même de Patrick. Je veux dire, il est parti il n'y a pas longtemps, donc il y a quand même des choses qui restent de lui. C'est pour ça que je vais associer un petit peu tout le monde. Bah oui, avec Franck Passy qui a un petit mot, en tout cas à l'intention de Patrick Collot, qui était justement l'entraîneur de cette équipe lilloise. Et donc j'ai trouvé ça très sympa de sa part, en tout cas d'associer aussi l'ancien entraîneur de Lille à cette victoire. Allez, on va changer cette fois-ci, on part du côté d'Angers. Angers qui joue également le maintien dans cette Ligue 1 et Angers qui recevait Nancy. Nancy pas très bien en point en championnat, qui avait bien parti, qui avait fait une belle série et qui est dans le dur en tout cas en ce moment. Et bien justement, c'est Angers qui s'est imposé dans cette rencontre 1-0. Un but signé, bon, il ne fallait pas être en retard au stade, parce que c'est dès la 5e minute de jeu. Donc quand tu arrivais en retard au stade, c'était fini, tu ne voyais plus de but. Voilà. Un seul but, mais ça suffit aux Angevins pour s'imposer dans cette rencontre. 1-0. Bamba à la 5e minute de jeu. Bon, forcément, on va entendre les réactions de Stéphane Moulin qui lui est satisfait. Et Vincent Muratori, le défenseur de cette équipe de Nancy, qui dit qu'il va falloir faire plus en tout cas pour espérer se sauver également, car ils sont aussi sous le coup. Il y a pas mal d'équipes qui sont sous le coup de la relégation également, qui vont être en tout cas concernées par le maintien. Et Nancy en fait partie, car Nancy pour le moment est 17e. On sait très bien que dans ces matchs-là, le plus important c'est le résultat. Après, si on analyse un peu plus en détail le match, bon, je vais pas être très original.
le match doit être fini à la mi-temps pour moi. On a ouvert le score rapidement sur notre première occasion. Donc ça, c'était plutôt bien. Puis ensuite, je trouve qu'on a été bon dans les approches, on a été bon pour se créer les occasions. Et puis malheureusement, on a manqué d'efficacité pour prendre le large. Et on en a eu beaucoup. Je nous ai trouvé un peu émoussés sur cette seconde période, chose que je n'avais pas vue depuis un moment. Mais bon, on appelle ça les contre-coups, les effets à retardement sur le plan physique. On a donné énormément. Et là, je trouve qu'on a eu un petit coup de moins bien sur cette deuxième mi-temps, lié aussi à l'équipe de Nancy, certainement. Mais malgré ça, on a quand même des opportunités encore pour prendre le large et on ne l'a pas fait. Donc ça donne un match crispant jusqu'à la fin, mais ça n'en rend le dénouement que meilleur. Ouais, le problème, c'est qu'on a encaissé un but dès le début et on n'a pas su revenir. En première mi-temps, je trouve qu'on avait beaucoup de mal à évoluer, à faire notre jeu. On a été dangereux que sur quelques contres, alors qu'en deuxième mi-temps, on a plus posé le ballon. Voilà, il va falloir travailler pour reprendre des points, parce qu'on en perd 3 ce soir et ça fait mal dans la tête, parce que c'est un concurrent direct, c'est des matchs très importants et quand on prend un but au bout de 5 minutes, c'est compliqué de revenir dans le match. On peut le faire, mais malheureusement, on n'a pas réussi ce soir. Bah oui, c'est difficile, comme le dit Vincent Muratori. Quand on prend un but au bout de 5 minutes, après, il faut courir après le score et c'est jamais simple. Surtout quand on est à l'extérieur et qu'on est face à une équipe qui joue également le maintien. Il faut prendre des points. Mais Nancy, en tout cas, n'a pas su le faire. Allez, on part du côté du stade Saint-Symphorien de Metz, où Metz recevait une équipe de Nantes qui marche bien depuis l'arrivée de Sergio Conceição à sa tête. Et c'est Nantes qui va ouvrir le score par Valentin Rongier à la 68e minute de jeu. Et c'est Metz qui va égaliser en toute fin de match sur un penalty provoqué par Vizcarrondo. Alors là, il a mis la main sur la tête de son adversaire. Ils ont sauté les deux. Il a mis la main carrément comme en rugby, quoi. Il a voulu lui mettre les 2 doigts dans les yeux. Mais il a pris la main. Et l'arbitre a sifflé penalty. Et c'est Diabaté qui a transformé à la 90e ce penalty. Et ça fait un match nul 1-1. Un score qui arrange bien sûr Metz, qui était malmené dans cette partie. Alors après, il est certain qu'on va entendre les réactions de Philippe Berger, qui lui est satisfait en tout cas du dénouement de la rencontre, car il voyait son équipe mal embarquée. Et Sergio Conceição, lui, n'est pas du tout d'accord sur les pénaltys. Mais je pense que s'il a revu les images le lendemain ou le surlendemain, je pense qu'il aura peut-être changé d'avis, car là, il y avait quand même pénalty pour moi. C'est un bon point. C'est un bon point parce qu'on a joué une belle équipe. L'équipe de Nantes, moi, franchement, je ne suis pas du tout surpris du match. La première mi-temps a été équilibrée. La deuxième mi-temps, Nantes a été meilleure, beaucoup plus incisif, fidèle à ce qu'on connaît depuis qu'ils ont changé de coach. Bon, donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Oui, on s'en sort bien parce que on aurait pu. C'est logique que Nantes marque en deuxième mi-temps, franchement, parce qu'ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. La seule chose que je peux regretter, c'est le but qu'on prend, quoi. C'est quand même, au départ, c'est un coup franc pour nous à 25 mètres des buts qu'on galvaude complètement. Et puis en plus, on dort, on discute, et en 3 passes, ils ont traversé le terrain et on prend un but. Donc ça fait. Je dis que si on avait frappé le coup franc au-dessus, enfin, je sais pas, il y avait certainement mieux à faire. Donc ça, c'est dommage, mais quoi qu'il arrive, en deuxième mi-temps, on a souffert. On est moins bien rentré en mi-temps, on s'est fait transpercer dans notre bloc. Ils ont trouvé des situations beaucoup trop facilement et même des périodes de conservation qui nous ont fait mal. On est frustrés, on est triste parce qu'on a mérité les 3 points. On a perdu aujourd'hui 2 points ici. Et c'est pas juste parce qu'on a contrôlé tous les matchs, pas bien joué techniquement. C'était pas un match avec de l'enthousiasme pour le public. On a travaillé ça des jeux direct de l'adversaire, on savait déjà sa force. On a contrôlé seulement en premier mi-temps, à niveau de placement, un moment que Rémi est sorti du but. Ils ont créé danger, mais après ça, on a contrôlé le deuxième mi-temps. On a fait le but, c'est la dernière 30 mètres. La définition, c'est mieux. À niveau de qualité technique, pour faire peut-être deuxième, troisième but. J'ai écouté à la fin, 5 minutes à la fin, tout le public sifflait parce que l'équipe de Metz était perdue. On avait le ballon 1-0, tranquille, on était tranquille, je dis, parce que on était bien dans le match, voilà. Et à la fin, dans le nuage, il est tombé un penalty comme ça, voilà. Bah oui, on était tranquille dans le match, mais non, on n'était pas si tranquille que ça, parce qu'il y a eu une grosse faute de Vizcarrondo à la fin du match. Et finalement, il faut être concentré jusqu'au bout pour éviter ce genre de désagrément. Et c'est finalement un match nul qui attendait les Nantais malgré une très belle rencontre des Canaries.
Allez, on poursuit avec ce dimanche la fin de la 26e journée avec Bordeaux qui recevait Guingamp. Et là, Bordeaux s'est imposé assez largement 3-0 face à l'équipe d'Antoine Camboiré, avec un but signé Camano à la 13e minute de jeu, le défenseur palois à la 43e et Gaëtan Laborde à la 71e minute de jeu. Bordeaux a été tout simplement supérieur à cette équipe de Guingamp dans cette rencontre. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Gourvenec, l'entraîneur de cette équipe de Bordeaux. Camboiré, quant à lui, estime que Guingamp a pris une grosse gifle. C'est le cas en tout cas. C'est une victoire, je dirais, convaincante parce qu'on a, un peu comme lors de notre match à Caen à l'extérieur, on avait pris le dessus. Et on avait accentué pour passer de 2-0 à 3-0 puis 4-0. Et après, c'est plus pareil. Là, on a fait ce qu'il fallait en première mi-temps pour appuyer. On a énormément fait défendre Guingamp. On a vraiment eu des situations très très nettes. Il y aurait eu peut-être 4-1 à la mi-temps, c'était possible. À partir du moment où on mène 2-0, le début de deuxième mi-temps est toujours important et on l'a bien négocié. Ils se sont retrouvés à 10 en se mettant à la faute et après, il fallait mettre le troisième. Donc, je trouve qu'on a assez bien négocié notre affaire sur ce match. Alors que ce n'était pas facile parce que Guingamp a toujours cette capacité à mettre beaucoup de rythme, à être très tranchant offensivement et à ne jamais lâcher. Donc il fallait rester attentif quand même et être efficace. Ouais, on a été giflé par Bordeaux, tout simplement. Là, donc, on a eu le sentiment de faire une première mi-temps assez correcte, mais bon, on a fait jeu égal au niveau des situations, des occasions, et eux, ils ont été donc terriblement efficaces. Je crois que d'ailleurs, le but de Camano, c'est la première frappe cadrée, ça fait but. Puis après, il y a ce deuxième but qui nous fait très mal, donc le corner. Ce deuxième but juste avant donc, de finir la mi-temps, et c'est vrai qu'après, on se complique la tâche, quoi. Donc, puis après, la deuxième mi-temps, il n'y a plus de match. Déjà, de rester calme. Et puis surtout, donc, c'est clair que le deuxième carton jaune, qu'il a, donc, John, nous complique la tâche. Vous vous retrouvez donc, à 10 en étant menant 2-0. Donc, après, c'est mission impossible, quoi. Donc, on a raté tout simplement notre match. Oui, on a raté notre match, c'est vrai que c'est compliqué quand on est déjà mené 2-0 et qu'en plus on est réduit à 10. Forcément, c'est encore plus dur, voire, comme le dit Antoine Camboiré, quasiment impossible. Ça a été le cas, en tout cas, du côté de Guingamp, qui s'incline face à Bordeaux, 3-0. Allez, on file du côté du stade de la Mosson avec Montpellier qui recevait Saint-Etienne. Saint-Etienne qui aurait pu créer l'espoir face à Manchester United, parce que franchement, ils ont été bons dans ce match, mais ils n'ont pas été efficaces du tout, car ils ont eu des grosses occasions. Et qui, quelques jours après, se retrouvait du côté du stade de la Mosson. Et pourtant, c'est Saint-Etienne qui va ouvrir le score par Kevin Monet-Paquet à la 12e minute de jeu. Alors, on se dit que ça va être bon, mais forcément, en deuxième période, Saint-Etienne a sans doute accusé le coup physiquement par rapport à son match, parce qu'il y avait 6 ou 7 joueurs qui avaient été alignés du côté de Manchester United, et sans doute un petit coup de mou pour cette équipe stéphanoise. Et c'est Montpellier qui a renversé la vapeur par Lannes à la 49e minute de jeu. Bon coaching d'ailleurs en passant de Jean-Louis Gasset qui a fait rentrer ce joueur. Et le deuxième but a été inscrit par un homme en forme du côté de Montpellier, Steve Mounier, à la 68e minute de jeu. Alors vous allez entendre les réactions de Jean-Louis Gasset qui est satisfait en tout cas de son équipe et qui a fait justement les beaux coachings. Et Christophe Galtier également qui revient sur la deuxième période stéphanoise très compliquée. J'ai dit que c'était le même match que Monaco. Et encore fait cadeau d'un but sur un coup franc de 60 mètres, mais que la grande différence, c'était qu'on était mené que 1-0. Et que Saint-Etienne allait être sûrement fatigué en deuxième mi-temps, vu qu'il y avait 6 ou 7 joueurs qui avaient joué jeudi soir. Donc, pour booster les joueurs en disant qu'il fallait faire moins de fautes techniques, et un petit changement tactique avec la rentrée de Paul Lannes à la place de Kigandoli. Voilà. Il fallait amener de l'impact parce qu'on était perdant. On a vu
Saint-Etienne est une équipe beaucoup plus mature que nous. Donc il fallait être un de plus dans le milieu pour amener de l'impact et surtout que le passeur soit Riyad Boudebouz soit à droite pour être sur son bon pied pour pouvoir alimenter les attaquants en profondeur. Non, ce qui est sûr, c'est que ça ne nous favorise pas, ça ne nous arrange pas parce que c'est toujours plus difficile de jouer à 10 contre 11, d'autant plus quand les matchs s'enchaînent et qu'ils sont proches. Ensuite, ce que je regrette énormément, c'est qu'après nos 20 premières bonnes minutes, on s'est éteint, on a fait beaucoup moins d'efforts dans le jeu. On a fait que beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait. Je crois qu'en première période, un des joueurs qui a touché le plus de ballons au pied, ça a été Stéphane. Et qu'on a favorisé finalement le pressing et la récupération du ballon chez l'adversaire. Que si nous avions mis le ballon là dans le camp adverse, un peu à l'image du but, mais même de d'autres situations dans les 20 premières minutes, Montpellier aurait pu se retrouver en grande difficulté, mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas joué le jeu que nous devions jouer. Et on a perdu. On n'a pas joué le jeu qu'on devait jouer et on a perdu. Et oui, on a perdu du côté de Saint-Etienne. Mais forcément, avec un match en milieu de semaine, c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, bravo à cette équipe de Montpellier qui a su renverser la tendance. Allez, on part cette fois-ci. On part du côté du Parc OL où avait lieu le match entre l'Olympique lyonnais et Dijon. L'Olympique lyonnais qui s'est imposé en Europa League face à l'AZ Alkmaar 4-1. Et qui venait confiant pour recevoir cette équipe de Dijon. Mais attention, Dijon est une bonne équipe en ce moment. Et c'est finalement Tolisso qui va ouvrir le score à la 11e minute de jeu sur une grosse erreur de la défense dijonnaise et de Cédric Varro en l'occurrence. Et ensuite, c'est Julio Tavares qui n'avait rien fait jusque-là, qui était en tout cas bien placé sur un corner qui met une belle tête décroisée. Et c'est finalement Dijon qui revient au score. Et ensuite, un dégagement de Gorgelin, qui était le gardien de cette équipe lyonnaise, directement sur Diony. Et Diony frappe instantanément à la 48e minute de jeu. Et ça fait 2-1. Dijon mène au Parc OL. Et en fin de match, une belle frappe de Tolisso à la 80e minute de jeu offre l'égalisation à Lyon. Et on voit cette équipe de Lyon qui pousse. Alors après, voilà, un penalty offert pour moi, à mon sens, personnellement, très généreux. Très généreux parce qu'en fait le ballon part en hauteur, on a Baptiste René, le gardien de cette équipe de Dijon, qui va pour chercher le ballon. Julio Tavares le protège un petit peu, mais il laisse sa main un peu traîner. Le joueur de Lyon arrive lancé et voilà, il fait mine de prendre une manchette comme au catch. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Bon, pour moi il n'y a rien du tout parce que de toute façon Baptiste René aurait pu avoir le ballon, donc il n'y avait pas faute. Mais finalement, le penalty va être inscrit va être transformé par Lacazette à la 84e minute de jeu. Et ensuite, Nabil Fekir va mettre un beau but également à la 90e. Il rentre sur le côté droit, il fait style de passer son ballon et il arme une petite frappe qui passe au milieu de 3 joueurs. Et ça fait 4-2 pour cette équipe de Lyon. Vous allez écouter justement les réactions de Bruno Genesio, mais également surtout celle de Baptiste René qui lui est forcément très mécontent de la décision de l'arbitre de cette rencontre. Ouais, je pense que c'est quand même mérité sur l'ensemble du match vu le nombre d'occasions franches que l'on s'est créées. On a manqué un petit peu d'efficacité. Le gardien a fait aussi très bien son travail pendant un certain temps. Mais ce que je retiens, c'est la force de caractère qu'on a su afficher parce que dans la période dans laquelle on est, être mené 2-1 dans un match comme celui de ce soir, contre le cours du jeu, il fallait beaucoup de force, beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité pour revenir au score dans un premier temps et l'emporter dans un second. Donc bravo. Vu la tournure, on pouvait quand même se poser des questions, être mené 2-1 à 10 minutes de la fin, alors qu'on s'était créé énormément d'occasions, un petit peu de doute, mais en tous les cas sur le terrain ça ne s'est pas vu. On a continué à pousser, on a continué à appuyer nos actions et lorsque on a égalisé, j'étais pratiquement persuadé qu'on allait gagner parce que je sentais aussi derrière nous le public qui a joué un rôle, je pense, à 2-2 énorme. Et puis les joueurs qui se sont transcendés pour aller chercher cette victoire. C'est pas ça, c'est... Ok, Lyon ce soir mérite de gagner, il se procure beaucoup plus d'occasions que nous, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. On est un petit club, si on ne nous aide pas, si les arbitres ils nous respectent pas, on va pas aller bien loin. À Saint-Étienne, on prend un pénalty à la dernière minute.
Là, il me protège pour que je sorte. Jamais il aura le ballon, l'autre. Et qu'est-ce qui va siffler faute? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je suis pas d'accord avec ça, avec ce qui se passe. Il va falloir faire quelque chose parce que je vois le ballon. Je vois le ballon en l'air, j'y vais. Je récupère le ballon, on siffle penalty. Mais il me protège, il faut que je sorte. Il peut pas siffler un penalty sur ça, un ballon qui a 40 mètres de haut. L'autre, il l'aura jamais. La seule chose qu'il peut faire, c'est me rentrer dedans et faire faute. Au bout d'un moment, quand on prend des buts comme ça, ouais, on en a plein le cul. Je suis désolé, mais c'est un peu vulgaire. Mais voilà, c'est ma pensée du moment. Et putain, on se bat comme des chiens pendant 90 minutes pour avoir le maintien. Et au final, ça se termine comme ça. Mais je vous jure, c'est plus que frustrant. Oui, c'est sûr, il y a du positif, mais après, voilà. À chaud, j'ai pas envie de. Je sais même pas ce qu'il y a de positif, j'ai pas envie d'y penser. Frustration, on arrive à ouais, on se dépouille, on tient, mais pour prendre un but comme ça, je préfère prendre un but dans le jeu, une frappe de 50 mètres, de 30 mètres. Il la fout en lucarne, bien joué, on dit ben bravo. Bah oui, on dit bravo, mais en tout cas, oui, moi c'est pareil. Voilà, pour moi, il n'y avait pas penalty. Je pense que l'arbitre, en tout cas, s'est trompé en défaveur, en tout cas, de cette équipe dijonnaise. Mais c'est comme ça, l'arbitre a sifflé, il a pris ses responsabilités. Et ça fait 4-2. C'est l'inverse du match aller, parce que Dijon s'était imposé du côté de Gaston Gérard 4-2. Bon, on va dire que voilà, un but partout, balle au centre. Allez, on passe au dernier match de cette 26e journée avec le Paris Saint-Germain qui sortait d'un gros match. Désolé, Thomas. Je suis pas là, allez-y, contre je suis le pas là. FC Barcelone 4-0. Et qui recevait justement l'équipe de Toulouse, de Toulouse, non, ça va pas, de Toulouse de Pascal Duprat. Ben finalement, pas de but dans cette rencontre, malgré que les Parisiens ont eu aussi des grosses occasions. Mais il y avait eu des changements, un turnover avec Angel Di Maria qui n'était pas là, enfin plusieurs autres joueurs parisiens n'étaient pas présents. Et finalement, 0 partout, avec l'expulsion quand même de Pascal Duprat, justement, vous allez l'écouter dans un instant avec Thiago Motta qui revient sur ce match où c'était difficile avec une équipe de Toulousaine qui est restée derrière et qui attendait selon lui. Et vous allez entendre Pascal Duprat qui compare son expulsion à un départ en prison. On est déçus parce que aussi avec le match nul de Monaco, on pouvait rapprocher à Monaco cette soir, mais c'était pas possible. C'était un match compliqué dès le début, difficile, contre une bonne équipe, tous derrière, comme d'habitude. Ils ont bien fait son travail et nous on n'était pas capables de franchir cette ligne défensive qu'ils ont créée. Et à la fin, bon, on avait quelques occasions sous corner, par exemple, mais c'était pas suffi. Et, bon, on doit continuer et penser déjà à le match contre Marseille. En fait, c'est comparable à ce qu'on vit dans le pays. Dès lors qu'on s'exprime, eh bien, on est sanctionné, quoi. C'est un État extrêmement répressif. Donc l'arbitrage est le microcosme de notre État. Voilà. Moi, je sais que peut-être que certains de mes collègues sont placides sur les bancs de touche. Je les approuve. Mais personnellement, c'est impossible. D'autant que voilà, quand il y a touche pour Toulouse, il y a touche pour Toulouse. Et quand il y a faute pour Toulouse, il y a faute pour Toulouse. Donc quand on pense, non pas être victime d'une injustice, mais quand on pense qu'il y a faute et que l'arbitre ne siffle pas, eh bien on s'exprime lorsqu'on est coach. En tout cas, je m'exprime. Voilà. Mais apparemment, il ne faut pas s'exprimer. C'est comme ça, donc c'est la répression. Puis ensuite, vous ne savez pas où aller parce que votre place n'est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. Donc j'ai craint un instant que j'allais finir en taux. Mais si Pascal Duprat, on peut s'exprimer. Et la preuve, vous avez pu vous exprimer, en tout cas lors de cette conférence de presse. Bon, après, il y aura peut-être des sanctions, en tout cas a posteriori, mais bon, on peut toujours s'exprimer et dire ce qu'on pense. Et moi, j'aime bien les coachs qui s'énervent un peu sur les terrains. Mais bon, après, voilà, il ne faut pas non plus que ça parte en vrille. Mais oui, Thomas, tu voulais dire. Non, mais je disais sur l'arbitrage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui sont sanctionnés parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, sans être offensants, sans être insultants. Ils se font souvent sanctionner juste parce qu'ils disent ce qu'ils pensent sur l'arbitrage. Et ça, c'est vrai que c'est injuste, même si on respecte profondément l'arbitrage. Le fait de ne pas avoir le droit d'en parler, c'est quand même très frustrant. Oui, moi je pense qu'il faut il faut en parler de l'arbitrage. Puis il faut aider aussi les arbitres. Maintenant, on sait qu'il pourrait y avoir la vidéo et tout. Je pense qu'il faut aussi leur apporter une aide. C'est pas, ça reste des hommes, des êtres humains, donc ils peuvent se tromper. Mais après, il faut aussi reconnaître quand on se trompe, comme il y a dernièrement. Avec le but refusé pour Sochaux du côté de Reims, l'arbitre s'est excusé en fin de match. Moi je trouve que c'est tout à son honneur en tout cas. Mais
attention. Il faut être irréprochable, mais il faut aussi aider les arbitres. Mais je pense que oui, voilà, comme tu le dis, on a le droit de dire ce qu'on pense des arbitres tout en restant correct. Puis la comparaison avec notre société par Pascal Duprat, c'est toujours bien marrant. C'est Pascal Duprat. Ouais. Allez, on va vous donner justement le classement de cette Ligue 1 et après on appellera Alexis de Freitas si Fred revient avec sa tablette. Allez, on passe à la première position. Monaco avec 59 points, suivi du Paris Saint-Germain 56 points. Troisième, l'OGC Nice est à 56 points également. Donc ça va être, le trio de tête. Peut-être en fin de saison, on verra en tout cas, mais en tout cas, ça promet une belle fin de saison. Ensuite, en quatrième position, on a Lyon qui, lui, est déjà à 13 points du troisième Nice avec 43 points. Saint-Etienne est cinquième avec 39 points, suivi de Marseille qui est sixième avec 39 points, de Bordeaux septième avec 39 points. Là, les places européennes vont être très chères cette saison. En tout cas, ça promet du suspense en Ligue 1 et c'est très bien. Et en tout cas, en bas de classement, on retrouve 18e Caen avec 25 points, 19e Bastia à 23 points et 20e Lorient 22 points. Mais jusqu'à Angers qui est 12e avec 30 points, voire même peut-être Montpellier qui est 11e avec 32 points. En tout cas, les places vont être très chères aussi pour la relégation. Et ça promet vraiment du suspense, en tout cas à tous les niveaux, que ce soit pour la Ligue des Champions, pour le titre en tout cas, que ce soit pour la Coupe d'Europe, pour les Coupes d'Europe et pour la relégation. Alors au classement des buteurs, Cavani est toujours en tête avec 25 buts, suivi de Lacazette 21 buts et ensuite en troisième Gomis avec 16 buts. On en a terminé pour la Ligue 1 et avant de parler de la Ligue 2, on va s'intéresser à la jeunesse du FC Sochaux-Montbéliard. Avec Alexis de Freitas. Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pris une rafale. Bah oui, je te coupe, sinon il n'y a pas de jingle. Non, c'est vrai, tu as bien fait parce que c'est vrai que j'y pense pas toujours assez de jingle. Alexis, bonsoir. Tu es là? Ouais, c'est nickel. Bon, déjà bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va mieux là. Maintenant qu'on t'a en ligne, c'est mieux, hein. C'est un peu mieux pour parler. Allez, on va s'intéresser à nos équipes, nos jeunes équipes sochaliennes. Alors, c'est vrai qu'après une victoire 3-1 contre Ornans, avec des buts de Senadji, Lam et Guirassi ce mercredi dans un match en retard. Alors, les Sochaliens se déplaçaient du côté du DFCO, hein, c'est Dijon, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Est-ce qu'ils ont poursuivi cette série positive? Oui, on peut dire que la série positive a été poursuivie, puisque les Sochaliens ont ramené un nul de Dijon. Donc pour ce match, on avait un 11 assez renforcé, puisque Prévost fêtait sa première titularisation en CFA2 cette saison. Pendant et Kiyubi étaient les latéraux habituels. Senadji et Ruiz en défense centrale. Dam, Zepeki à la récupération. Actas était meneur de jeu. Thuram et Léo en ailier et Robinet attaquant de pointe. Donc du côté de Dijon également, on peut signaler une équipe très renforcée, avec notamment plusieurs professionnels de la partie, avec Johan Rivière, Arnold Boukamoutou, Guillaume Serbouz et Valentin Rossier, donc des joueurs d'un niveau Ligue 2 minimum. Et donc on a logiquement été gêné par ces individualités, avec notamment le duo Johan Rivière et Gora Gay, qui nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps. Et la plus grosse occasion est pour Dijon dans cette première mi-temps, avec une occasion pour Johan Rivière et un très bon Prévost dans cette première mi-temps. Donc après ça, les quelques opportunités dijonnaises, elles ont été anéanties par leur manque de réalisme et une solidité et un sérieux défensif des Sochaliens. À la mi-temps, donc, un score nul et vierge de 0-0. Et on peut signaler pourtant que notre défense a été remaniée, puisqu'on a eu une blessure importante, la blessure de Kiyubi, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe. Il a été remplacé par Romain San, le jeune U19. Pendant est donc passé en défense centrale avec Senadji, qui lui est passé latéral droit. Donc du bricolage, mais des joueurs qui ont rendu une belle copie malgré le fait qu'ils aient été alignés à des postes qui n'étaient pas leur poste de prédilection. Lors du second acte, qu'est-ce qu'on peut signaler? Que les Dijonnais ont continué sur leur lancée, puisque c'est encore une fois la finition qui a pêché. Samy et Boussaïd auront été dangereux notamment, sans trouver le chemin des filets. Des Sochaliens de leur côté bien en place, avec des efforts collectifs. Un match nul qui est satisfaisant et pour moi même assez logique, même si Dijon a eu
plus d'opportunités que nous, mais un match nul logique du fait que les Sochaliens ont fait beaucoup d'efforts, et cela malgré une défense recomposée, comme je l'ai dit. Donc score final 0-0, des Sochaliens qui sont donc 7e avec 22 points, et qui recevront le week-end prochain le leader qui est donc Pontarlier, et qui compte 8 points d'avance sur eux. Ça va être un bon derby, en tout cas par ici. Ça va être sympa entre une belle équipe de Pontarlier et la réserve de Sochaux en tous les cas. Après leur défaite 1-0 lors du déplacement à Reims, les Sochaliens se déplaçaient du côté d'Épinal dans le cadre d'un match en retard. Alors les Sochaliens ont-ils stoppé cette spirale négative? On parle des U19. Eh bien oui, on en parlait justement que selon moi, le week-end dernier, les U19 n'étaient pas en crise. Et ben ça confirme ce que je pensais, puisqu'ils ont gagné 4-2. Donc 3 changements comparés aux 11 titulaires de la semaine dernière. Saint-Fleur et Lasme faisaient leur retour dans le 11 type, et on avait également le retour de blessure de Maxime Loiseau. Côté sortant, Romain San et Zepeki qui ont joué avec la CFA2, donc comme dit précédemment, et Gaëtan Beuve qui n'était pas présent également. Le reste du 11, c'est le reste du 11 basique avec Juanol, Mbakata, Moltenis, Warhol, Septier, Bedenstock, Archimède et Glenslin. Donc moi j'ai trouvé que le match était assez bon côté Sochalien, puisqu'on va ouvrir le score après 20 minutes de jeu avec un but de Glenslin sur une belle action bien construite et Bakata à la passe. 1-0 puis donc 2-0, 2-0 10 minutes après l'ouverture du score. Une nouvelle frappe de Glenslin contrée et donc le doublé lui sera accordé. Donc à 2-0 on se rapproche de la mi-temps et dans le temps additionnel, hélas, on va se compliquer le match puisqu'on va concéder un penalty qui va être transformé. Donc à la mi-temps on en a 2-1 et donc on peut dire que le match est relancé puisqu'on tombe contre une équipe d'Épinal qui ne lâche rien. Et il faudra attendre la 64e minute pour que le match se débloque avec Brian Lasme qui va permettre un apport, qui va faire jouer son talent de finisseur et c'était intéressant puisqu'on était dans un moment de faiblesse et on sait être réaliste sur cette occasion. Ça nous permet donc d'être à 3-1 et là encore on pense que le match est terminé. Et non, puisque sur une grossière erreur individuelle, on peut dire Épinal va réduire à nouveau le score alors qu'ils n'étaient pas forcément dangereux à ce moment-là. Et donc on en a à 3-2 et là c'est là qu'on pense que c'est là qu'on va voir si les Sochaliens vont craquer. Et non, puisque une minute, donc on peut dire sur le coup d'envoi, oui, quasiment l'action sur le coup d'envoi de ce but d'Épinal, les Sochaliens vont inscrire un nouveau but, une belle passe de Maxime Loiseau pour son retour et un triplé pour Glenslin. Donc intéressant également de voir que Maxime Loiseau revient en forme puisqu'on sait que c'était un des meilleurs passeurs du groupe. Et donc au niveau des stats individuelles, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Glenslin et Brian Lasme restent les deux meilleurs buteurs de cette catégorie sochalienne, avec 6 buts pour Glenslin et 7 pour Brian Lasme. Et donc, au niveau du classement, cette victoire, elle fait du bien, puisque les Sochaliens sont 5e, avec 35 points, et on est donc à 7 points de retard sur le deuxième Nancy, donc l'objectif de la mi-saison. Et il nous reste un match en retard sur Nancy, donc l'occasion de revenir à 4 points, 6 victoires. Eh ben, on l'espère en tout cas. Allez, on va parler des U17 cette fois-ci. Alors, après avoir connu leur deuxième défaite de la saison mercredi lors de la réception de Strasbourg, ils se sont inclinés 2-1 avec un but d'Ambrosio. Les Sochaliens se déplaçaient du côté de Troyes. Alors, est-ce qu'ils ont retrouvé le chemin de la victoire? Eh bien oui, nouvelle victoire 2-1 dans un match compliqué avec un 11 assez remanié. Donc, 2 changements comparés à celui de mercredi. Guyot et Hadi remplaçaient les défenseurs habituels Kuntz et Baki. Donc c'est d'ailleurs, on peut rebondir sur une petite anecdote. C'est d'ailleurs la première titularisation pour Sofiane Hadi, qui est un 2001, arrivé cet été. Donc c'était intéressant de voir ce que ça allait donner et ça a été un très bon match. Donc pour le reste du 11, rapidement, l'héritier au cage, Nsakala et Mubiala en défense habituelle, tout comme le reste des joueurs, Guéhin, Le Sueur, Adong, Diaye, Jazoug et D'Ambrosio. Une très bonne équipe troyenne, j'ai vraiment trouvé l'équipe troyenne très bonne, avec une première mi-temps en leur faveur, donc ils vont ouvrir logiquement le score selon moi, après plusieurs grosses occasions, donc des situations assez chaudes, et un très beau but, une magnifique frappe de 25 mètres pleine lucarne à la demi-heure de jeu, donc ça fait 1-0 pour 3.
Et nos Sochaliens, donc à la mi-temps, sont menés malgré le fait qu'ils ont quand même eu des opportunités devant. Je pense notamment à des situations de leurs avançants, donc D'Ambrosio, Jazoug. C'est vrai qu'on aurait pu espérer revenir avant la mi-temps, mais à la mi-temps, on va avoir un autre Sochaux, donc une deuxième mi-temps en leur faveur vraiment. Donc un autre Sochaux et ça va payer puisqu'on va réussir à égaliser. Sur un corner de Guéhin, c'est Lucien Adong qui va de la tête inscrire son 4e but cette saison. Un partout, puis on pense au 2e but sochalien quand Jazoug obtient un penalty que le meilleur buteur du championnat D'Ambrosio va tirer. Hélas, le penalty va être repoussé. Mais 10 minutes plus tard, nouveau corner de ce coup-ci, c'est Soumari qui va tirer le corner. Nouvelle tête et nouveau but. Et ce but, c'est justement Jordan D'Ambrosio qui va l'inscrire. Et il porte son compteur à 24 buts cette saison. Donc Sochaux conserve la première place du classement avec 10 points d'avance sur le deuxième Metz. Donc c'est une victoire intéressante puisque Metz n'a pas réussi à l'emporter à Amnéville. Ils ont concédé le match nul. Et par ailleurs, nos Sochaliens ont toujours un match de retard sur le Dauphin Metz et une meilleure différence de but à plus 48. Donc l'écart se creuse et ça sent bon pour nos Sochaliens. Oui, mais énorme, hein, plus 48, hein, c'est quand même assez énorme. Oui, une belle équipe U17. Eh ben, je pense qu'on a été complet sur les résultats, Alexis. Ah oui, c'est ça. Eh ben, c'est parfait en tout cas. Merci à toi et puis on se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, un seul match, la CFA2, donc, comme on l'a dit, ça sera contre Pontarlier. Exactement, un beau derby 100% franc-comtois. Eh bien, merci, à bientôt. Bonne semaine à toi. Bonne semaine et à lundi alors. À lundi, ciao. Et ben voilà, c'était Alexis De Freitas qui nous parlait des jeunes équipes du FC Sochaux-Montbéliard. Bah justement, la transition est toute trouvée, c'est pas beau ça, où on va bien sûr parler du FC Sochaux-Montbéliard, mais de la Ligue 2. Allez, c'est parti pour la Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard. Eh ben, n'hésitez pas à nous appeler au 03 81 50 67 51. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez écouter sur www.radiochalombesançon.com ou 99.5. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à réagir en direct. Si Sochaux, c'est votre club de cœur, venez nous dire ce que justement vous avez pensé du match de Sochaux contre Laval qui s'est soldé par un match nul. Un but partout, un match compliqué pour les Sochaliens. C'est normal, hein, quand on joue qu'une mi-temps sur deux. Eh ben, bien sûr, un match de football, ça compte 2 mi-temps. Sochaux n'a pas joué en première mi-temps, s'est réveillé en seconde. Mais le mal était déjà fait en première mi-temps avec ce but d'entrée, ce but en tout cas inscrit par Dembélé à la 12e minute de jeu sur un bon ballon en profondeur dans le dos de Florent Augier qui peine à revenir sur l'attaquant lavallois. Il revient. L'attaquant frappe, le ballon est contré, mais comme Christopher Dillot était venu à la rencontre de son défenseur, le ballon part dans les filets et c'est l'ouverture du score pour cette équipe de Laval. Sochaux va réagir en seconde période avec un but. On essaie de mettre des buts comme ça sur FIFA 17, hein, sur PS4 pour ceux qui connaissent, ou sur Xbox, ou bon, je vais tous les citer. Toutes les marques. Bon, c'est très compliqué de marquer un but pareil. Donc, si vous n'avez pas vu ce but, vous pouvez le revoir sur tous les différents réseaux sociaux, mais aussi sur la page Soyons Sport sur Facebook. Donc, allez jeter un œil, c'est quand même assez sympathique. Et on va écouter justement le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Laval. À Bonal, Sochaux 8e accueille Laval 19e et premier relégable après une série de 3 défaites consécutives. Les Sochaliens se sont relancés en s'imposant à Reims lors de la dernière journée grâce à un but Faneva Andriatsima, le meilleur buteur du club. Hubert Cartier espère de la continuité face à une formation lavalloise en difficulté avec 3 points pris sur les 4 derniers matchs. Le sort des Tangos est loin d'être scellé puisque le premier non relégable n'est qu'à 2 unités seulement devant. On entame bien cette partie avec beaucoup d'envie, avec des duels gagnés et ça paye puisque dès la 12e minute, Mana Dembélé, le franco-malien, un contre favorable comme Coutadeur dans un premier temps. Contre favorable de
Mana Dembélé, lobe Christopher Dilo. Ça fait 1-0 après moins d'un quart d'heure pour Laval. Premier but avec les tangos pour Mana Dembélé. Premier but en 2 matchs pour l'ancien Nancéen et Clermontois. Essaye de revenir avec cette tête qui passe devant le but de Lionel Capone sans être reprise pour repulser au fond des filets. Lionel Capone, l'ancien gardien lorientais, va avoir du travail avec cette frappe de Béranguer. Avec cet avantage de score, les Lavallois peuvent rester en place et procéder en contre avec la vitesse dans leurs attaquants. Il y avait une balle de 2-0 avec ce centre de Wissa repris par Mana Dembélé qui se jette en taclant. Le Bata, la goal line technologie ne valide pas le but. À vous de vous faire l'opinion, mais il semblerait tout de même que le ballon est entièrement franchi la ligne. On en reste à 1-0 pour Laval. Sochaux complètement passé au travers de sa première période et Laval en a profité et l'écart aurait même pu être plus lourd en faveur des hommes de Marco Simonet. Marco Simonet, licencié de Tours lorsqu'il entraînait, a gagné son procès cette semaine au Prud'homme pour un licenciement abusif. La deuxième période avec des Sochaliens qui ont beaucoup à se faire pardonner devant leur public pour ces 45 premières minutes de piètre qualité. Mais la réaction d'orgueil des Lyonceaux n'est pas forcément palpable en deuxième mi-temps. Les Lavallois, avec l'envie du maintien, montrent de plus belles choses. Et il faut donc ensuite des exploits individuels de la part des Sochaliens dans un grand mal collectivement. Les Lavallois ont des occasions sans parvenir à les concrétiser. On est toujours à 1-0 et la 72e minute. Le coup de génie, l'exploit de Moussa Sao. 5e réalisation pour Moussa Sao. Une frappe splendide à la trajectoire improbable. Lionel Capone est battu avec l'aide de la transversale. Moussa Sao égalise. But PlayStation, dira Marco Simonet à l'issue de cette rencontre. Il était dit que si Sochaux marquait, cela viendrait d'un exploit individuel. Parce que collectivement, ils n'ont pas montré grand-chose, les Lyonceaux. Sifflé par une partie de Bonalin partout après sa victoire à Reims. Sochaux n'enchaîne pas et stagne à la 8e place. Les Lyonceaux n'ont pris que 5 points sur 21 et perdent peut-être de vue l'objectif podium. Laval reste en position délicate, en bas de tableau. Bah oui, c'est délicat pour les Sochaliens. C'est vrai que ce sont des matchs très compliqués avec une équipe de Laval qui est dans les dernières positions au classement. Donc forcément, ils viennent à Bonal, ils restent à 11 derrière. Mais j'ai trouvé quand même que cette équipe sortait quand même assez souvent et amenait souvent le danger dans le camp sochalien. Mais quand on veut jouer plus haut, il faut montrer autre chose sur le terrain. C'est justement ce qu'a déclaré Albert Cartier en conférence de presse où il déclare que Sochaux n'a pas joué en première mi-temps. Et Marco Simonet, lui, fait référence au but justement de PS, de PlayStation qu'a marqué Moussa Sao. Mais en tout cas, il n'a pas de regrets. C'est vrai qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Il faut passer au match suivant. Il nous a manqué 45 minutes, les 45 premières qu'on n'a pas joué parce qu'on a commencé le match à la 46e. Donc c'est compliqué pour gagner un match. Première mi-temps, on ne gagne pas les duels, on ne met pas de tempo et de rythme dans le match, on est absent, on n'a pas de présence devant, on ne fait rien comme il faut, on ne fait rien ce qu'on avait mis en place. Jouer vite, on touche le ballon 5 fois avant de le passer à un partenaire, on fait tout, on ralentit le jeu et surtout on ne gagne pas les duels. On se crée quand même des occasions dans cette première mi-temps parce que je crois qu'il y a Florin Béringuer qui en a une et puis Tousgar, quoi. Donc l'entrée d'un ou deux joueurs nous ont permis de mettre un petit peu plus de verticalité. Voilà. Bon, on s'est créé des occasions, on a tiré je crois 11 fois au but et on a 60% de possession. Mais c'est insuffisant pour face à un adversaire comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus tranchant, beaucoup plus incisif. On ne l'a pas été. Ouais, c'est dur. Ouais. On sait ce que c'est aussi que de rencontrer des équipes qui veulent prendre des points, qui veulent se sauver. Donc nous, on l'a fait la saison dernière pendant près de 8 mois. Donc les équipes-là ne lâchent rien, quoi. Donc voilà, on pensait qu'en jouant peut-être Auxerre et Laval, ça allait être plus facile. Ça allait être 2 équipes, 2 matchs, il n'y a rien de facile. Et surtout, les matchs, ils ne sont pas gagnés avant. Il faut bien les jouer. Je ne sais pas si c'est qu'un problème mental, je pense que c'est surtout c'est aussi un problème de disponibilité, de mouvement, pour qu'on puisse... Si on veut trouver du jeu de la verticalité, il faut aussi qu'il y ait du mouvement. Hein, quand ça ne bouge pas beaucoup, ou s'il n'y a qu'un appel ou qu'une solution, c'est toujours difficile. Le joueur a tendance, surtout sur une surface comme ça, à assurer ses passes, à bien prendre le temps de jouer la passe, de jouer la passe dans l'intervalle. Et
Voilà, donc pour jouer avec déjà spontanéité, il faut avoir des bonnes conditions, ce qui n'est pas forcément le cas sur ce terrain-là. Et puis 2, il faut avoir des partenaires qui soient en mouvement, disponibles. Ils ont cherché un jeu direct, donc pour nous, à différence de la première mi-temps, on avait beaucoup plus du mal à les presser haut. Et donc on est descendu au niveau des blocs, mais par rapport à l'effet que dès que Sochaux pouvait construire, il a envoyé cette ballon très longue, donc forcément ma ligne défensive et tous les blocs elle descendaient. Dans l'ensemble, je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vraies frappes aux situations claires pour Sochaux, à part ces buts à la PlayStation. Donc, comme je dirais à les garçons qui sont habitués à jouer à la PlayStation, ça c'était même pas autorisé pour eux de marquer un but comme ça. Donc, tu peux rien faire sur des situations comme ça. Satisfait par mon équipe parce que je crois qu'à la première mi-temps, on a bien fait les choses comme on l'avait préparé. Et donc on est, entre guillemets, logiquement, passé un avantage, même si ce n'était pas dans l'ensemble des occasions la plus franche. On a eu des occasions beaucoup plus simples à développer. Si on devait vivre des regrets, ça faisait longtemps qu'il fallait changer de métier et mes joueurs arrêtaient de jouer. Parce que ça fait depuis 5, 6, 7 matchs qu'on pourrait tuer les matchs et on n'arrive pas. Donc pas de regrets. Bah oui, pas de regret du côté de Marco Simone, je suis bien d'accord avec lui, il ne faut pas vivre avec des regrets. Sinon, c'est sûr qu'il faut changer de métier, car le métier d'entraîneur est souvent fait, hélas, de regrets après les rencontres. Ouais, statistiquement, ça marche une fois sur 2, quoi. Exactement, c'est ça. Et ben justement, on va revenir sur Marco Simone, qui lui a gagné son procès. Il était opposé au Prud'homme, au Tours FC, son ancien club où c'était en jugement. En tout cas, il a gagné son procès. Allez, on passe cette fois-ci justement aux statistiques de cette rencontre avec 5 tirs cadrés pour le FCSM contre 3 pour le Stade Lavallois. Ça fait 43% pour le Stade Lavallois et 38% pour le FC Sochaux-Montbéliard. En termes de possession de balle, Sochaux a eu la possession à 55% contre 45%. A commis 19 fautes contre 17. 2 cartons jaunes partout, un corner partout, ce qui n'est quand même pas énorme sur une rencontre. Un seul corner. Par contre, Sochaux s'est souvent retrouvé piégé, en tout cas en ce qui concerne les hors-jeux, avec 10 hors-jeux contre 3 du côté du Stade Lavallois. Ah, Fred, il pianote. Qu'est-ce qu'il cherche, Fred? Tu cherches les statistiques? Non, je viens de les dire. Ne cherche plus, elles sont là. Non, c'est pas des stats. Non, qu'est-ce que tu cherches alors? Il est sur Mythique. Il est sur Mythique. Non, je cherche même pas, non. Tu cherches l'amour. On va être obligé de rebaptiser l'émission, là. Tu cherches l'amour. Soyons love sur le 99.5. Soyons love, ça va être ça. Soyons amoureux. On va changer. 99.5. Il nous le dit en français, là. Bon, tu sais que la Saint-Valentin, c'était la semaine dernière. Hein. Ouais, bon souvenir, fini, moi, hein. 4-0. 4-0. Voilà, c'est ça. C'est un peu plombé comme cadeau de Saint-Valentin, on va dire, pour toi. Légèrement. Allez, on passe justement au résultat dans cette Ligue 2 avec le Red Star Strasbourg qui se quitte sur un match nul, un but partout. Reims, qui avait été défait la semaine dernière sur son terrain par Sochaux, est allé s'imposer du côté de Clermont 1-0. Auxerre a battu l'AC Ajaccio qui sera le prochain adversaire des Sochaliens. Ce sera la semaine prochaine. Donc ce vendredi, du côté de la Corse, et Auxerre s'impose 1-0. 3 et Nîmes, 0 partout. Valenciennes et Amiens, 1 but partout. Bourg-Péronnas d'Aurélien Fèvre a battu Tours 3-2. Et le Gazélec Ajaccio a battu Niort 1-0. On essaiera justement d'avoir Aurélien Fèvre pour la semaine prochaine. Ce serait assez sympa. Et puis Brest, ce samedi, a battu Le Havre 2-0. Le Havre qui a bien aidé cette équipe de Brest en marquant en tout cas le premier but pour les Brestois sur un CSC, un très beau but d'ailleurs, un vrai but d'attaquant, marqué par le défenseur du Havre. Mais finalement, c'est Brest qui s'impose 2-0. Et bien, au classement, ça donne premier Brest avec 48 points, deuxième Amiens 42 points, troisième Reims 42 points. Et en bas de classement, on retrouve Laval 18e avec 24 points, 19e Orléans 24 points et 20e Tours 21 points. Pour ce qui concerne le FC Sochaux-Montbéliard, le Sochaux est 8e avec 37 points, à 5 points de Reims qui est 3e pour le moment. Donc il va falloir que les Sochaliens réagissent. Du côté de l'AC Ajaccio, qui pour le moment, l'AC Ajaccio est en 13e position avec 33 points. Il n'y a pas énormément d'écart dans cette Ligue 2.
Donc ça va être compliqué en Corse. On sait que c'est toujours des matchs très difficiles du côté d'Ajaccio, que ce soit contre le Gazélec, mais là, ça sera en tout cas en l'occurrence l'AC Ajaccio. On espère que les Sochaliens en tout cas ont retenu la leçon et essaieront, j'en suis certain, de ramener 3 points de l'île de Beauté pour faire un rapproché au classement. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand les équipes sont regroupées. On n'a pas de joueurs, on n'a pas une équipe capable de dynamiter les premières lignes adverses. Et c'est pour ça que c'est difficile pour les Sochaliens. Allez, on va passer cette fois-ci que j'ai donné le classement. Oui, tout est bon. On peut s'intéresser au championnat du national. C'était la 22e journée avec Quevilly et les Herbiers, match nul, 1 but partout. Lyon-Duchère a battu Boulogne-sur-Mer 2-1. Dunkerque est allé s'imposer à Sedan 2-1. Le Paris FC et Béziers 0 partout. Châteauroux est allé s'imposer du côté de Créteil 2-1. Chambly a battu Avranches 2-0. Et le CA Bastia et Épinal 0 partout. Ce samedi, il y avait un match entre Consolat-Marseille et Concarneau 1-0. Et finalement, on va revenir sur le match entre Belfort et le Pau FC, avec le Pau FC qui s'est imposé du côté de Belfort grâce à un but de Romain à la 37e minute de jeu. Et c'est le score final, 1-0. C'est vrai que Belfort, la semaine dernière, avait eu chaud à Épinal, mais avait tenu bon et avait surtout remporté 3 points. Et finalement, ils ont beaucoup de mal à s'imposer à Sergian cette saison et pouvoir justement confirmer cette belle victoire à Épinal. Vous allez entendre justement Maurice Goldman. On connaît Maurice. Vous allez l'écouter. Il résume assez bien cette rencontre. Vous êtes gentil avec nous. On a fait une première mi-temps calamiteuse, où on a manqué vraiment d'agressivité face à une équipe qui était venue là, bien en place, en bloc. Première mi-temps, on n'a pas été bon, donc on a fait une mise au point à la mi-temps. C'est vrai que le foot est cruel quand même, parce qu'ils auraient pu tuer le match en début de deuxième mi-temps à 2-0. Ils ne le font pas, et nous on a des occasions quand même, on en a 3. Je pense qu'on pouvait mériter le nul, mais bon. J'ai été quand même satisfait de la réaction en deuxième mi-temps, mais on a quand même des lacunes. Certains joueurs qui étaient absents nous ont quand même manqué. On manque énormément de percussions sur les côtés. Et puis, que dire de la qualité de nos centres? C'est quand même impensable qu'en national, les joueurs ne sont pas capables de faire un centre. Donc finalement, c'était un duel de mal classé. Il fallait surtout pas le perdre, donc c'est une très très mauvaise opération. Je pense que Pau, c'est pas la meilleure équipe qu'on a rencontrée, sans leur manquer de respect. Je pense qu'on pouvait prétendre au nul, mais bon. Je ne sais pas ce qui se passe à domicile, mais ce n'est pas du tout la même équipe qu'à l'extérieur. Pour l'instant, on est sur le fil, et en plus, là, on va aller à Lyon-Duchère, qui vient de gagner à l'extérieur. Et Lyon-Duchère, c'est une très bonne équipe. Pour l'instant, on maintient encore, parce qu'on fait des coups à l'extérieur, mais le jour où on va enchaîner une défaite à domicile et une défaite à l'extérieur, là, on va voir l'écart qui est au classement. Donc, je ne suis pas si déçu que ça, parce que j'attendais une réaction en deuxième mi-temps. On l'a fait, même si elle n'est pas terrible. Je pense qu'on pouvait égaliser. Il faut saluer aussi la prestation du gardien en face. Il nous a fait 2-3 parades et il a sauvé le match. Comme Steph Véron nous a sauvé le match la semaine dernière, le gardien de Pau leur a sauvé le match. Mais bon, leur victoire n'est pas illogique parce qu'ils peuvent tuer le match. Mais bon, c'était quand même un duel de mal classé et ils ont bien négocié. Donc c'est un très très mauvais jour pour nous, je pense. C'était le match, on ne pouvait pas le gagner, donc, mais surtout pas le perdre. Et on a perdu. Donc il nous manque vraiment quelque chose à Sergian. Le problème, c'est que j'ai encore pas trouvé la solution. Donc il faut peut-être que je me bouge parce que la fin de saison approche. J'ai l'habitude de dire que les absents ont toujours tort. Donc il y a des gars qui sont rentrés, qui se plaignaient de ne pas jouer, qui ont joué, qui n'ont pas montré. C'est vrai que John Bambou nous a manqué, mais bon, quand même, celui qui joue à sa place vient de Laval, joue en pro. Donc voilà, et en plus, il n'a plus de bol, il s'est claqué. Non, mais on a manqué quand même de percussion. C'est pas possible de jouer comme ça. Mais comme vous dites, on peut égaliser. On a une tête sur la barre, non, sur le poteau, je ne sais plus. Mais à l'arrivée, c'est des matchs de mal classiques. Il ne faut surtout pas perdre. On l'a perdu. Donc voilà, bilan comptable catastrophique. Bon, il paraît que les autres, nos autres qui sont comme nous, qui jouent la régulation, ont tous perdu, mais on ne va pas se satisfaire du malheur des autres. C'est un match, si on avait pu faire un résultat aujourd'hui, même ne serait-ce qu'un nul, ça nous aurait fait un bien fou. Donc de nouveau, la confiance va un peu quitter les joueurs. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'en première mi-temps, ils avaient peur de faire une passe, peur de faire un centre. C'est impensable. Ce n'est pas les cinquantaines de personnes qui étaient là qui leur mettent la pression en plus. Donc pour l'instant, on est toujours relégable, mais c'est normal, avec des prestations comme ça à domicile. Ça fait 6 mois, je crois qu'on a battu notre record. 6 mois sans faire un résultat à Sergian. Je n'avais jamais connu ça depuis que je suis entraîneur. Et ça fait un moment. Donc voilà, c'est les joies du métier d'entraîneur chaque année. C'est jamais la même chose. Mais là, ça commence à être dur quand même. On n'arrive pas à trouver la solution pour gagner un match à Sergian. Ou tout du moins pas le perdre. Ou tout du moins pas le perdre, c'est vrai que c'est les joies de l'entraîneur, comme le dit Maurice Goldman. C'est pas simple en tout cas pour cette équipe de Belfort, mais on est persuadé qu'elle va réussir à se sortir de ce mauvais pas, car elle compte encore quelques matchs en retard. Donc ils vont s'en sortir, les Belfortins.
Au classement, Dunkerque est premier avec 37 points. Deuxième, Concarneau, 36 points. Troisième, Chambly, 35 points. Et en bas de tableau, on retrouve l'US Avranches 15e avec 23 points. 16e, Épinal, 21 points. Belfort, 17e avec 21 points, mais toujours 2 matchs en retard. Et 18e, Sedan avec 14 points. Eh bien, on a fini avec le national. On va passer à la CFA2, n'est-ce pas, Fred? Aïdor, Fred. Non, allez, on s'intéresse. passe à CFA2. On passe à la CFA2, justement, avec les résultats que je vais bientôt avoir sous les yeux. En tout cas, on l'espère, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Fred? Ouais. Non Bon, déjà, le Racing Besançon a perdu contre Noisy-le-Sec 2-0, déjà, pour commencer. Oui, on était présents. On était là, on était présents. On était au stade, on a tout vu. On a vu une défaite des Bisontins. Déjà, ce qui est bien pour le Racing, c'est que, vu qu'Ornans et le BFC n'ont pas gagné, le Racing reste devant les deux autres pour l'instant. Oui, c'est ça. Justement, on va vous donner les résultats dans ce groupe E de CFA2 avec Selongé qui a battu la réserve de Dijon 1-0. L'US... Non, ça c'était mercredi, pardon, je me trompe. Là, c'était les résultats de mercredi. Là, si je commence à revenir en arrière, c'est pas bon parce que je disais. Match nul à partout, oui, c'est pour ça que je disais, c'est pas possible. Dijon, ils ont joué contre Sochaux ce week-end, c'est pas possible. Voilà, on y est. C'était ce samedi à 17h. La réserve de Dijon et le Sochaux-Moulard, justement, on en a parlé avec Alexis de Freitas tout à l'heure, 0 partout. Guignon et le Besançon Football Club, le BFC est allé faire un match nul du côté des Guignoniers, 0 partout. Pontarlier a fait match nul 1 but partout face à Créteil, alors que Créteil menait 1-0. C'est Collier à la 46e minute de jeu qui va égaliser pour Pontarlier. Un score fleuve entre Seine-Armoissy et Sainte-Geneviève, 4 buts partout. L'US Ivry a battu Ornans 2-0. Selongé a battu 3-2-1. Et le dernier match, comme tu disais, Fred, où on était présent au stade de Lagrange pour suivre le Racing Besançon face à Noisy-le-Sec. Le Racing qui s'incline 2-0 face à une équipe très athlétique de Noisy-le-Sec. Alors, il est vrai que justement, on va écouter un peu la réaction de Raphaël Dias après cette défaite des Racingman à Besançon au stade des Racingmen. Oui, j'ai dit quoi? Racingman? Oui, Racingmen. les deux sont valables, on va dire. Oui, allez. On est avec Raphaël Dias, le milieu de terrain de cette équipe du Racing Besançon après la défaite face à Noisy-le-Sec 2-0. On a un début de match compliqué avec ce but au bout de 2 minutes et après, il faut courir après le score. On prend un but d'entrée de jeu, donc c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on avait envie de bien faire et au final on se fait surprendre d'entrée de jeu à domicile et après on court après le score et sur un terrain pas facile. On connaît nos difficultés déjà à la base de gagner un match, donc en courant après le score c'était encore plus compliqué. Maintenant on a su s'accrocher, on a essayé de s'accrocher jusqu'à la fin et après malheureusement on encaisse un but dans les arrêts de jeu et voilà, c'est la physionomie du match qui veut ça. Et avec une belle réaction en fin de match, avec ce ballon sauvé in extremis qui aurait pu emmener à l'égalisation. Ouais, non, c'est difficile, mais bon, après, c'est vrai que voilà, je pense qu'ils étaient venus ici pour chercher un résultat. Nous aussi, on cherche un résultat positif, autre que les matchs nuls. Mais voilà, je pense que c'est à l'image de leur équipe. Ils étaient plus vaillants que nous, ils en voulaient plus. Donc, s'il y a eu ce sauvetage-là, c'est que voilà, ils en voulaient plus, tout simplement. Bon, l'important maintenant, c'est de rester soudés et surtout de ne pas lâcher parce qu'on sait qu'on peut sombrer vite dans ce genre de situation. Ah ouais, on avait des points d'avance un petit peu sur Ornans et sur le BFC. Maintenant, on sait que ce championnat il est très compliqué. Il va être compliqué jusqu'au bout pour nous. Mais il va falloir s'accrocher, rester unis, et dès la semaine prochaine essayer d'aller chercher un résultat à Sainte-Geneviève, ce qui sera pas facile, mais il faut s'accrocher et montrer un autre état d'esprit. C'est important d'avoir un joueur aussi comme toi dans l'effectif avec l'expérience, notamment l'expérience que tu as vécue à Créteil aussi. Ouais, dans tous les clubs où je passe, c'est vrai que la situation elle est toujours le maintien. Je connais ça, même si c'est que CFA2, c'est vrai que maintenant l'objectif du club n'était pas celui-là, mais maintenant qu'on y est, il faut s'accrocher et c'est ce que j'ai dit et ce que je disais aux mecs. Vivre une montée, c'est bien, mais vivre un maintien, c'est un autre bonheur aussi. Donc voilà, pas s'éparpiller, pas faire n'importe quoi, continuer à bien s'entraîner et voilà, après le reste, au bout d'un moment, ça va finir par payer. Je pense que ce soir, dans l'ensemble, on a essayé de produire du jeu, on fait pas un mauvais match. C'est vrai que on a du mal à se procurer des occasions, mais on en a eu quelques-unes. Ce coup de pied arrêté, mais bon, après, tout n'est pas jeté. Et la défaite d'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt par rapport à ce qu'on faisait depuis 5-6 matchs. Mais bon, c'est comme ça, il faut lever la tête et repartir au travail dès cette semaine. Bah oui, il faut partir au travail et cette équipe du Racing Besançon, comme l'équipe du Besançon Football Club, comme Ornans,
Ornans, on espère que ces 3 équipes franc-comtoises justement vont remonter au classement et vont laisser la place à d'autres équipes car on n'a pas envie qu'elles descendent. Concernant le Racing, le prochain match est samedi à Saint-Geneviève-des-Bois. Et le prochain match à domicile, ce ne sera pas avant le 18 mars contre Dijon. Et oui, puis il y aura un match au Stade Mercredi Léo prochain contre... à Ornans aussi, le match en retard, le 1er mars. Oui, justement, on va vous donner en tout cas les matchs de ce week-end avec... on en parlait tout à l'heure, samedi 25 février, il y aura Sochaux contre Pontarlier. Il y aura Ornans qui va recevoir Dijon. En ce qui concerne les équipes franc-comtoises, comme tu le disais, c'est bien Fred, il y aura Racing Besançon, c'est le passera du côté de Saint-Geneviève. Et puis si vous êtes du côté du stade de Léo-Lagrange, vous pourrez venir suivre le Besançon Football Club face au club de Sénart-Moissy, où on y sera sans doute, oui, pourquoi pas. même sûrement, du côté du stade Léo pour suivre cette équipe du Besançon Football Club. Allez, on passe cette fois-ci, justement, vous donner le classement avec toujours en tête Pontarlier 30 points, premier avec 30 points, 7e le FC Sochaux-Montbéliard 22 points. En bas de classement, on retrouve en 12e qui occupe les 3 dernières places. En 12e, le Racing Besançon 12 points. 13e, le Besançon Football Club qui reprend 1 point et qui se place en 13e position avec 10 points. Et 14e, Ornans avec 10 points. Allez, un petit mot sur la DH avec le Clémenceau Besançon qui réussit bien, qui s'est imposé du côté de Levier 1-0. Les autres résultats, Champagnol a battu Pontarlier 1-0. Jura-Dolouette allait s'imposer du côté du PSB 2-1. Saint-Vite a battu Grand-Villard 1-0. Roche-Novillard a battu Brest-Jura-Foot 1-0. L'ASM Belfort est allé s'imposer à Boumesdames 2-1 et Pont-de-Roi de Vermondant a battu Jura-Sud Foot 2, la réserve. 2-0 au classement, Jura-Dolo est premier 44 points. Le Clémenceau revient très fort parce qu'il est 3e avec 41 points. En tout cas, les hommes d'Alexandre Pep font un retour en championnat pour la seconde partie tonitruante. En tout cas, on espère que ça va continuer. En tout cas, pour eux. Allez, on change de sport. Cette fois-ci, on en a terminé avec le football. On va parler un peu handball car il y a de l'actualité en ce qui concerne justement la Ligue féminine de handball, c'est-à-dire la LFH, avec une 5e victoire pour cette équipe de l'ESBF. Vous avez suivi un peu le handball, non? Vous avez suivi vous n'avez pas suivi ce week-end là? Comment ça, là, Fred? Là, t'as pas suivi? Moi, j'ai su que dans l'Est, c'est tout, quoi. T'as pas suivi la 5e victoire de l'ESBF qui est allé s'imposer à 29-25 du côté de Nantes? Non, moi j'ai su que dans l'Est d'hier, c'est tout. Obligé de te licencier, quoi. C'est fini. Non, oui. Très belle victoire, en tout cas, des filles de Raphaël Tervel et de Sandrine Mario-Dorès qui sont allées s'imposer du côté de Nantes 29-25. C'est la 5e victoire de suite. Et on va regarder justement avec des... Voilà. On va dire avec une Alice Lévesque et une Julie Dazet qui, au compteur, reviennent avec 16 buts de Nantes. Mais puis une équipe exceptionnelle en tous les cas. On peut regarder justement peut-être les résultats de cette 14e journée en LFH avec Brest qui est allé s'imposer du côté de Dijon 28-21. On a également Toulon-Saint-Cyr qui est allé s'imposer du côté de Nice 26-25. On l'a dit, Besançon 29-25 à Nantes. Celles-sur-Belle a battu Fleury-Loiret 20-16. MS s'est imposé devant ici Paris 30-22. On va regarder au classement ce que ça donne avec premier Brest qui est avec 33 points. Deuxième Metz avec 33 points également. Troisième l'ESB avec 31 points. Quatrième ici Paris avec 28 points. Allez, une information. Bon, on le savait déjà, on savait que Sabrina Zazaï allait quitter le club byzantin. Maintenant, on sait où elle va. L'ailière droite de 22 ans, elle avait effectué quand même 3 ans au centre de formation byzantin. Mais elle était en contrat civique cette saison. Le club ne pouvait lui offrir un contrat pro. Donc, elle quitte le SBF. Elle va s'engager du côté de Toulon-Saint-Cyr. C'est pas évident à prononcer, mais j'aime bien cette ville en plus de Toulon. Et comme le dit Didier Weber, le président de l'ESBF, on perd une joueuse, mais surtout une fille exceptionnelle. On n'a pas les moyens de la garder. On a fait des choix et ça n'a pas été simple pour elle. Elle les a acceptés. On ne pouvait pas aller à l'encontre de sa carrière. Elle se comporte en vraie professionnelle. C'est symbolique de ses 4 saisons à Besançon. On perd une fille en or. En tout cas, ces compliments, je pense, vont aller droit vers Sabrina Zazaï. En tous les cas, de très beaux compliments. Une très belle joueuse qui va quitter l'ESBF pour aller s'engager du côté de Toulon pour une saison et une saison optionnelle.
On parle cette fois-ci des garçons avec le GBDH qui se rendait du côté de Valence avec, on espérait, une victoire des hommes de Christophe Viennet. D'ailleurs, Christophe Viennet, on va revenir aussi là-dessus. Christophe Viennet dont le contrat n'a pas été prolongé à Besançon et qui quittera le club en fin de saison. Il s'est engagé du côté de Célestat, qui est actuellement en dernière position dans le championnat de D1. Et on lui souhaite d'ailleurs de réussir avec Célestat, bien évidemment. Et on va revenir sur ce match face à Valence où le GBDH, en cas de victoire, pouvait en tout cas avoir, on ne dirait pas une fin de saison tranquille parce que c'est toujours compliqué quand on joue le maintien, mais pouvait avoir du sursis en tous les cas et prendre une bonne bouffée d'air. Mais ce n'a pas été le cas car Valence s'est imposé 30-26. Ça va être compliqué encore cette saison pour le GBDH qui est pour le moment 12e avec 9 points, mais ils vont s'en sortir également. Il n'y a pas de raison. Allez, on passe cette fois-ci. Je crois qu'on a un peu terminé, non ? On approche de la fin, là, il me semble. Je crois aussi. On est 19h28. près de la fin. Il est 19h29, on est complètement dans les temps. Pour une fois, le timing a été respecté. Je pense qu'on a rien oublié, à moins que vous ayez des choses à rajouter, mais moi, je n'en vois pas. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà, le générique arrive, tout est bien. Voilà, quel timing, Thomas, là, c'est nickel, tout roule. Avec Fred qui était toujours sur la tablette en train de, on prend le temps, non ? En train de parler sur Mythic. D'ailleurs, Mythic, ils vont nous filer des royalties là, non ? Parce qu'on fait la pub de Mythic, c'est ça ? Voilà, on l'a déjà cité 2 fois. On n'aurait pas cité la marque, mais bon. Après, si on est obligé de tous les citer, moi je les connais pas tous. Donc, si tu les connais tous, les sites de rencontres, Fred. Il nous les dira hors antenne. Voilà, il nous les dira hors antenne, comme ça on ira faire un tour, on ira modifier sa photo de profil. On ira la flouter, on ira faire plein de choses dessus. Non, voilà, en tout cas, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Faites du sport, car le sport, c'est bon, n'est-ce pas ? Et puis, on se retrouve lundi prochain. Pour revenir. Rachid Ayani aux commandes. Ah oui, c'est vrai, ça sera Rachid qui sera aux commandes. Car Thomas nous délaisse. On te retrouve dans 15 jours, Thomas. Dans 15 jours, si je me suis pas blessé au ski. Ah, tu pars au ski, d'accord. Écoute, ça peut arriver le ski. Faire attention. Bonnes vacances à ceux qui le sont, puisqu'on parle de ski. Eh oui, puis on se retrouve lundi prochain. Et surtout, allez, Sochaux!